Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Le livre est à l'honneur en ce moment avec le Salon du Livre qui se tient jusqu'au 11 juin dans la capitale du royaume Rabat. Plus de 700 exposants, 51 pays représentés, de très nombreuses rencontres avec auteurs, autrices ont lieu à cette occasion et des événements en parallèle bien évidemment à ne pas manquer à l'image du programme des instituts français. L'un d'eux n'est autre que Mustapha Zem, le frère de Rochdi Zem, qui a publié son premier roman, Les Pas perdus, un roman sous forme d'une belle fresque familiale, adapté en film sous le nom des miens, Les miens. Des projections débats auront lieu à partir de ce soir, en présence de Mustapha Zem, qui va aller à la rencontre du public à Rabat, Casablanca, Marrakech et Meknès. On va vous donner tous les détails dans un instant. Mustapha Zem est mon invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Fathia. Vous allez bien ? Je vais d'autant plus bien, je dirais, que d'être là ici dans ce studio au Maroc, c'est un véritable bonheur pour moi et c'est presque, j'allais dire, la grande consécration de cette promo du livre. Alors, Mustapha, justement, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi. Parce qu'on vous a vu dans de très nombreuses interviews, en particulier en France. Mais je crois, si je ne me trompe, que c'est votre premier média marocain. J'aimerais bien savoir que vous nous disiez ce que ça représente pour vous d'être sur une antenne marocaine. Comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est une consécration. Dès que ce livre a été publié, j'avais vraiment une envie profonde de le partager au Maroc avec le peuple marocain, parce que c'est un livre qui raconte aussi beaucoup cette double culture, l'histoire de l'immigration, l'histoire d'une famille de 5 enfants qui a grandi dans une cité à Drancy, dans la banlieue nord de la région parisienne. J'avais envie de partager avec mes compatriotes l'histoire de mes parents qui sont nés dans les années 30 et l'histoire de mon père qui a quitté le Maroc à la fin des années 50 pour venir travailler en France. Et puis ces 5 enfants qui ont grandi, pour certains qui sont nés à Casablanca, et Rochdi et moi sommes les seuls de la fratrie à être nés en France. J'avais envie de leur raconter ce que c'était que d'être français d'origine marocaine, comment on vivait cette double culture, comment on vivait cet équilibre parfois fragile, simplement pour raconter cette histoire, simplement pour... Pourquoi vous dites que c'est une consécration, justement, d'être sur un média marocain ? J'aimerais bien savoir ce que ça représente. Alors, le message marocain, oui, mais à titre personnel, pour vous, est-ce que c'est aussi une fierté vis-à-vis de vos parents ? Alors, mes parents, de là où ils sont, c'est-à-dire là-haut, dans les étoiles, à Rahman, je pense qu'ils doivent exprimer une grande fierté. Et puis, moi, à titre personnel, je suis très fier d'être là parce que j'ai un grand attachement avec le Maroc. On a cette particularité, c'est ce que j'essaie d'expliquer un peu dans mon roman, c'est que même si on est en France, quand on est d'origine marocaine, il y a cette part d'identité qui est profondément enracinée en nous. On a cette marocanité. Parfois, il m'est arrivé de penser, quand j'allais au Maroc, d'être plus marocain qu'un Marocain. Donc, ce livre est sorti, il a été publié. Et comment ne pouvais-je pas passer par le Maroc pour le partager, pour en parler, pour en discuter, et puis surtout pour avoir le ressenti des Marocains sur cette histoire. Alors on va en parler quand même de cette histoire, une histoire incroyable, un drame qui vous est arrivé, un accident qui vous a plongé dans le coma et qui a tout bouleversé. À votre réveil du coma, vous n'étiez plus le même, c'était un autre Mustapha que la famille va découvrir. Est-ce que vous avez eu besoin, Mustapha, de tout remettre à plat,
tout poser sur la table, de tout décortiquer et peut-être comprendre qui vous étiez vraiment et d'où vous veniez. C'est quoi qui s'est passé dans votre tête? C'est la vie qui me l'a imposé d'une certaine façon. La vie a tout remis à plat. La vie a appuyé sur le bouton reset de ma vie elle a tout ratissé comme pour me dire maintenant on va tout arrêter et on va tout recommencer sur tous les plans, que ce soit sur le plan affectif, le plan sentimental, le plan professionnel. Donc bien sûr que c'est passé par une chute, mais si je n'avais pas fait l'expérience de la chute, de la séparation, de la perte de mon travail, et puis ce monde qui, à cause de ce traumatisme crânien et les effets de la commotion cérébrale, m'ont conduit dans un monde qui m'a complètement ostracisé, qui m'a complètement isolé. Si je n'avais pas fait l'expérience de ce chaos, j'aurais jamais eu l'idée de tout recommencer, de tout reconsidérer et de remonter jusqu'à mon origine pour dérouler le fil de ma vie et puis d'essayer de comprendre pourquoi, quel est le message que... Alors, chacun l'appellera comme il le souhaite, la vie, la création, Dieu, l'univers. Pourquoi, quel message ont-ils voulu me laisser en remettant tout à zéro? Et c'est ce travail que j'ai fait aussi à travers l'écriture qui m'a permis de comprendre comment cette vie que j'avais construite brique par brique de mes propres mains, avec tout l'effort et surtout avec cette obsession de vouloir toujours être parfait, s'est-elle effondrée d'un coup. C'est tout ce travail que l'écriture, mais également le film m'ont permis de reconstituer. Donc on peut dire qu'à la fois le film comme le livre ont été des œuvres cathartiques et un véritable exutoire pour moi, en tout cas pour sortir de ce chaos. Alors dans Les Pas perdus et dans le film Les Miens, vous racontez votre famille, vos grands-parents, les parents, mais aussi les frères et les sœurs. On imagine que ça n'a pas dû être facile à raconter. C'est difficile de raconter sa famille. D'ailleurs, on va voir. Et je vous rappelle que cette émission, vous pourrez la retrouver en extrait, mais également en images sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Là, vous voyez quelques images de votre famille, vos grands-parents. Oui. Alors... Bon, je suis très ému parce que c'est mes grands-parents maternels et c'est chez eux qu'on allait au Maroc, au quartier Bourgogne, boulevard Goulmima, dans cette maison où depuis l'âge de 2 ans, j'ai passé le plus clair de mes vacances d'été, le plus clair de mon temps. Et ils ont toujours été là pour nous accueillir. Et je leur dois beaucoup. Mon grand-père est mort à la Mecque. Il a fait son dernier voyage à la fin, quand il a pris sa retraite. Ça a été un fervent résistant pour l'indépendance du Maroc. En tout cas, il a beaucoup lutté. Et ça, je l'ai appris bien plus tard. Donc, vous voyez que le travail d'écriture, ça nous amène aussi à faire ces recherches en profondeur. Et il a effectué son dernier voyage en partant à la Mecque et il n'est jamais revenu. Voilà, donc je leur dois beaucoup parce qu'ils nous ont beaucoup appris. Et si j'ai aussi, encore une fois, cette part de marocanité, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils ont fait en sorte que les vacances au Maroc soient toujours un moment de bonheur, de pur bonheur. On va voir d'autres images, des images de vos parents. Ouais. Ouais. Cette part de famille, là, on vous découvre, vous êtes avec votre frère. Je vous demandais là, de raconter sa famille parce que c'est difficile quand on raconte sa famille. Est-ce qu'on demande l'autorisation à sa famille ? Non. Et je crois que c'est c'est une chose à ne pas faire. Non seulement il ne faut pas demander l'autorisation, mais il faut surtout écrire sans se poser la moindre question, sans penser ce que l'un ou l'autre va penser ou va ressentir. Parce que sinon, c'est une forme d'autocensure et on risque d'être complètement
complètement désinhibé dans l'écriture. Je crois qu'il faut y aller avec la plus grande sincérité, mais ça se fait pas à pas. Au début, on écrit de manière un peu plus générale, et puis petit à petit, on rentre dans une forme d'introspection, on est beaucoup plus intimiste, et après, on ose. Ça va jusqu'à l'autodérision, mais pourvu qu'on ne sombre ni dans le pathos, ni dans la victimisation, et qu'on ne tombe surtout pas dans l'écueil victimaire, et qu'on ose aussi parler des choses avec beaucoup d'humour. Il y a de la dramaturgie quand ça s'impose, mais voilà, il faut oser. Il faut oser en parler, il y a des choses à dire. Qui a eu l'idée de l'adapter en film ? Alors, je tiens à préciser que... De vous ou Non, c'est pas du tout une adaptation. Je pense que c'est important de le préciser. Ce sont deux œuvres parallèles qui ont été... c'est une erreur de dire adapté du roman. Oui, parce qu'en fait... parce que c'est ce qui est écrit partout. Si on lit le livre et qu'on va voir le film, on va être beaucoup déçu. En revanche, quand on va voir le film, il est fortement conseillé de lire le livre, puisque le film n'est qu'une chronique de ma vie, en l'occurrence cet accident, et de quelle manière cet accident va bouleverser une famille. Ce film raconte l'histoire d'un frère doux, gentil, effacé, le papa aimant, le frère qui ne dit jamais ce qu'il pense et qui dit oui à tout, et qui est en plus un élément fédérateur, et qui, du jour au lendemain, suite à un accident, va devenir quelqu'un de féroce, d'agressif, d'irascible, et va balancer ses quatre vérités. Donc Rochdy a voulu raconter ça à travers la famille. Donc c'est une chronique sur ce pan de ma vie. Le livre, en revanche, est une saga familiale qui raconte maintenant l'histoire des personnages de ce film, mais qui se déroule sur environ 40-50 ans, en tout cas qui commence avec l'arrivée de mes parents au Maroc. En France, excusez-moi. En France, fin des années 60, début des années 60. C'est ça, mon père en premier, puis ma mère au début des années 60, qui l'a rejoint. On passe un petit extrait de la bande-annonce. Ouais. Ça vous donnera un petit avant-goût de ce que vous pourrez voir durant les projections. Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue, 4. pour ce qui est de l'impulsivité et la colère, l'agressivité, Je te baise. Quoi 3. pour ce qui est de la tristesse, 6. Tu te sens vraiment triste? c'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste? C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif. Merci. Combien on te doit? 150 €, en chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue. Bah, je vais prendre ton chéquier, Doudou. Là, j'avais décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là. Maman, tonton, là, c'est l'exorciste. On le connaît plus du tout, là. Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif. Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche. La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire. Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Ah, tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile? T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Bah non, on sait qu'il faut pas compter sur toi. On te dit tous la même chose, en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments. J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas. Moi, j'aurais adoré avoir une famille comme ça. Les Miens, le film qui a déjà un très joli parcours puisqu'il a notamment été primé à la Mostra internationale de Venise en Italie l'année dernière. Dans votre rôle, l'excellent Sami Bouajila, votre frère Rochdy Zem qui joue son propre rôle, et Maïwenn. Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez travaillé avec Rochdy sur le film? Pas évident non plus, là aussi c'est une histoire de famille. Et ma question principale, elle serait de dire également, est-ce que votre film, comme votre livre, vient nous rappeler l'importance tout simplement de la famille, l'importance de la famille dans nos vies? Bien sûr, bien sûr. C'est ce que Rochdy a voulu retracer à travers le film, qui est son œuvre, qui est son propre regard. Pour répondre à votre question, je n'ai pas travaillé du tout avec lui. En revanche, dans ce tunnel que j'ai traversé, il était resté la seule personne
auprès de moi. Comme on l'a vu dans le film, je vais devenir un personnage outre un comportement désabusé, je vais exécrable devenir exécrable, oui, tout à fait. Et je vais balancer toutes les vérités, mais Rochdi est le seul qui va comprendre que ces vérités sont des vérités tues, elles sont enfouies, c'est une espèce de révolte latente qui va exploser au grand jour à cause justement du trauma. C'est le syndrome du lobe frontal qui fait qu'on devient sans filtre. Donc, on va dire les choses comme on les... pas forcément de manière élégante, mais surtout avec une vérité crue. Alors tout le monde va mettre ça sur le dos de « ne faites pas attention, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est sa commotion cérébrale ». Et lui, Rochdi va leur dire « mais non, écoutez-le, il a quelque chose à dire ». On voit bien que c'est le petit Mustapha, le petit frère qui se révolte et qui en a marre. On l'appelle Doudou, qui en a marre. C'est le papa aimant qui va aussi s'en prendre à ses enfants. Il se révolte et ce sont des vérités qui sont enfouies et tues depuis trop longtemps. Il est le seul qui va comprendre et finalement c'est le seul qui va rester près de moi. Donc autant je suis complètement ostracisé, autant je retrouve finalement mon frérot, celui que je connais depuis ma plus tendre enfance, avec qui j'ai été très très proche. Donc c'est pas une rencontre, ce sont deux frères qui se retrouvent. Il va m'accompagner à toutes mes consultations, il va être très très près, il va être très proche de moi. Et puis un beau jour, il me dit, je crois que j'ai l'idée de mon prochain scénario. C'est l'histoire d'un type qui va avoir un trauma qui va complètement changer sa vie. Alors je me dis, ok, très bien, ça ressemble un petit peu à mon histoire. Il y a de quoi l'inspirer, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin dans le message personnel et intime, à la fois sur mon histoire, puisque tout y est, mais aussi une espèce de mise en abîme de sa personne, de son rôle au sein de cette famille. Et c'est la première fois que Rochdi se dévoile aussi de façon aussi intime. Mais il ne m'a pas demandé mon avis, en tout cas. Oui, parce que ce n'est pas une belle image qu'il a finalement dans ce livre. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de sa famille, avec un métier très, très prenant, médiatique, et qui finalement fait une déclaration d'amour, où tout le monde lui dit t'es pas suffisamment présent. Et c'est un petit peu quand même... la trame aussi de votre livre, ce besoin de la famille. Oui, tout à fait. Il y a cette phrase à la fin qu'on a pu entendre dans la bande-annonce où il essaie d'exprimer ses sentiments, son amour pour cette famille. Et son frère lui dit, quand il dit « mais moi vous êtes ma famille et je vous aime », et son frère lui répond « ça ne se voit pas ». Et moi, j'ai toujours été convaincu que Rochdi nous aimait, qu'il a toujours été très très proche de nous. Il y a deux problèmes. D'abord, quand on est un artiste, quand on est une star, que ce soit dans le monde du cinéma, dans le monde de la chanson, ou si on a un frère qui est un grand footballeur, il n'aura jamais la même place dans la famille. Quand il y a une réunion familiale, il n'occupe pas la même place. Et c'est normal, c'est un personnage public, connu, donc il vit plus dans la même sphère. Et ensuite, il y a notre responsabilité à nous, la famille. C'est-à-dire qu'on a aussi tendance à le protéger, à l'épargner. Peut-être même le surprotéger. Oui, on le surprotège. Alors ça peut l'arranger comme ça peut parfois le déranger, parce que finalement, quand il se passe quelque chose, s'il y a un petit problème dans la famille, on va en parler entre nous, mais on va laisser tranquille Rochdi, laissez-le, il est à l'étranger, il est en train de tourner, ne le dérangeons pas avec ça, mais on le surprotège. Donc il y a des responsabilités qui sont partagées, mais qui font qu'à un moment donné, on a aussi créé un frère qui est complètement déconnecté de la réalité, et c'est ce qui va mettre un petit peu en abîme dans ce film. Homme pudique peut-être, hein, on a déjà eu l'occasion de l'avoir, notamment à l'occasion du Festival international du film de Marrakech, Rochdi. Je peux vous garantir qu'à aucun moment vous n'obtiendrez quoi que ce soit sur sa famille et son côté c'est pour ça que c'est surprenant. intime. Oui, c'est très surprenant. Très surprenant. C'est pour ça que beaucoup se sont demandé si, est-ce que c'est tiré vraiment du vrai ou c'est complètement une fiction rapprochée à votre livre. Non, le film est tiré de faits réels.
réel, d'une histoire vraie, tout est vrai. Et encore, j'allais dire, dans le film, il a peut-être aussi sous-estimé l'ampleur de la gravité de la chute et du traumatisme crânien. Mais ça, c'était pour des questions de moyens. Le film a été tourné en plein confinement, donc le cinéma a été profondément touché aussi par cette pandémie, donc peu de moyens, mais on ne voit pas dans le film, par exemple, les 5 jours que j'ai passés dans le coma à l'hôpital, parce que c'était impossible de tourner dans un hôpital à cette époque. Et c'est fou parce qu'on ne les voit pas, ces images, mais on les imagine tellement que même moi, je vous ai dit, si vous aviez des images, parce que j'étais persuadée de les avoir vues, mais on les imagine. Alors, vous parlez de votre frère qui est bien évidemment une personnalité publique. Aujourd'hui, Mustapha, c'est vous qui devenez cette personnalité publique, puisque c'est vous qui faites des tournées, c'est vous qui êtes au-devant des médias pour parler de votre livre, mais aussi de ce film. Vous le comprenez un peu mieux ? Si je comprends un peu mieux, Rochdi, oui, bien sûr, je le comprends, évidemment. D'abord parce que c'est pas forcément la notoriété ou le métier qui fait qu'il est un petit peu déconnecté. Je le raconte dans mon livre, bien sûr, on a très peu d'écart d'âge, et quand je suis né, Rochdi avait 15 mois. Et donc, comme c'était difficile à l'époque pour ma maman de s'occuper de 5 enfants, dont 2 en bas âge, il a été très vite placé par l'intermédiaire d'une association catholique dans une famille belge. Et donc, Rochdi a passé beaucoup de sa vie, de sa jeunesse en Belgique, dans une bourgeoisie, dans la province de Bruxelles. Et ce qui fait que notre rapport au Maroc, déjà, par exemple, n'est plus le même. Chaque fois qu'on partait en vacances l'été, on y allait, toute la famille, sauf Rochdi qui allait en Belgique. Donc déjà, ça l'a un petit peu écarté de la famille, de ses origines, de ses racines. Donc il n'a jamais été il a toujours été très différent, il a toujours été un petit peu en marge de cette famille. Peut-être que c'est une des raisons qui fait qu'il est le personnage qu'il est aujourd'hui, mais ça n'est pas nécessairement le rôle, son statut d'acteur qui fait qu'il est comme ça. Alors, c'est un film drôle et dramatique à la fois. Je ne l'ai pas vu dans son intégralité. J'espère que vous m'offrirez le DVD parce que sinon, je ne saurais même pas le temps. Mais bien évidemment, il va falloir aller aux projections. Je vais faire mon max, je vous le promets. Si ce n'est pas à Rabat, ce sera à Casa. Vous aurez le DVD après la projection. Mais drôle à la fois, mais qui rappelle, je le disais tout à l'heure, l'importance de la famille et qui va résonner pour l'ensemble des Marocains, que ce soit, et en particulier votre livre, Mustapha, parce que, comme vous le savez, c'est le cas de très nombreuses familles marocaines, un peu ce déchirement et qui reviennent seulement pour les vacances, mais qui ne cessent de le dire haut et fort et avec beaucoup de fierté, leur appartenance à ce pays, le Maroc. Votre histoire, elle va résonner ici. À quoi vous vous attendez avec les projections ? Je le disais, à partir de ce soir, ce sera l'Institut français de Rabat, salle Gérard Philippe pour les Rbati. À quoi vous vous attendez ? Et qu'est-ce que vous aimeriez que l'on vous dise, que ce soit sur le livre ou sur le film ? D'abord, j'espère un accueil favorable et pour le livre et pour le film. Après, ce que j'attends du Maroc, c'est un petit peu la même chose que j'attends pour la France. C'est-à-dire, à travers ce récit, à travers mon histoire, mon intention n'est ni plus ni moins de dire, écoutez mon histoire, comprenez-la, pour apprendre à mieux nous connaître. Alors nous, c'est qui ? C'est ces fils d'immigrés, qu'ils soient marocains, algériens, tunisiens ou autres. Comprenez notre rapport au Maroc en tant qu'enfant né en France. Et pour les Français, parce qu'il y a un côté un peu schizo. On me demande, et notamment très récemment, puisqu'il y a eu la Coupe du Monde et ce fameux match France-Maroc, où la question m'a été posée une dizaine de fois. Alors, tu es pour la France ou le Maroc ? Alors, tu soutiens la France ou le Maroc ? Et donc, évidemment, aussi stupide soit-elle, elle méritait quand même que je me la pose, cette question. Et finalement, j'ai compris une chose, c'est que je ne me sentais jamais autant français
à travers le regard des Marocains au Maroc, parce que même si je fais un effort pour parler l'arabe, pour être complètement imprégné et ancré dans ma culture, à 10 mètres, on reconnaît que je viens de France. Donc je ne me suis jamais senti autant français que quand j'étais au Maroc. Et à l'inverse, je ne me suis jamais senti autant marocain que quand je suis en France, alors que j'y suis né, etc. Mais il y aura toujours des moments, des situations, des personnes qui seront là pour vous le rappeler. Que ce soit en badinant, en plaisantant ou à travers ou en me charriant, mais on me fera toujours comprendre que je suis d'origine marocaine. Alors, voilà, on est entre ces deux cultures, et donc je pense qu'il était aussi nécessaire pour les Marocains de connaître cette histoire. Comment nous, depuis notre banlieue, on a vécu notre marocanité, comment on vivait chaque été notre arrivée au Maroc. Alors dans les années 70, quand on arrive avec une 404, on a l'impression d'être des grandes stars hollywoodiennes. Oui. Tout le monde nous regarde comme ça. Quand je raconte avec parfois beaucoup de dérision et même parfois avec un peu de méchanceté, mais parce que c'est le regard d'un enfant. Quand j'allais au Maroc, j'adorais être à Casablanca parce qu'on était au bord de la mer. Mais quand on allait rendre visite à la famille de mon père, alors là, c'était au fin fond du Maroc, à Skoura, à 40 km au sud de Ouarzazate. Et là, dans les années 70, c'est vraiment la misère. Et là, on refuse complètement, j'allais dire, cette famille, cette culture, ces racines, parce qu'ils ne nous ressemblent pas, ils ont l'air pauvres, ils vivent dans la misère, c'est pas nous, ça. Donc, c'est ce que j'essaie un petit peu de raconter, et j'espère en tout cas pouvoir transmettre un message pour que au Maroc, on puisse un petit peu mieux comprendre la vie des immigrés, et encore une fois, sans sombrer dans la victimisation ou dans le pathos. Il y a beaucoup, je le raconte parfois avec beaucoup d'humour. Et puis, pour les Français, surtout aujourd'hui, j'avais besoin de raconter la vie des immigrés dans les années 70, avec en toile de fond un tableau socio-culturel, politique, etc., pour dire voilà comment nous on a vécu à l'époque, comment c'était, comment le vivre ensemble avait encore tout son sens, et comment on était considérés comme des Arabes, parfois des bougnoules, des crouilles, des melons, etc. Mais la dimension religieuse n'entrait pas en ligne de compte. Comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que nous, aujourd'hui, on nous appelle la deuxième génération, alors qu'on a déjà aussi engendré la troisième, voire la quatrième génération? Comment on vit ce qui se passe aujourd'hui dans une France qui est un peu malade, qui est un peu dans la psychose, qui a certainement besoin même d'une grande psychothérapie, cette dimension religieuse qui a complètement effacé notre véritable culture, nos véritables traditions, et puis surtout le fait qu'on soit aussi quelque part des citoyens français. Et c'est pas mal c'est plein de petites choses aujourd'hui qui font que, de toute façon, même, je ne sais pas, dans le milieu professionnel, aujourd'hui, on me dit, oui, mais vous, les musulmans. Donc, on est devenus des musulmans. Donc, non, on ne vous dit pas, vous, les Marocains, ou non. Voilà, c'est ça, musulmans. Exactement. Et on a décidé que je l'étais. Comme si, lorsqu'on était français, on était forcément catholique, chrétien ou orthodoxe, etc. Donc, on est considéré comme ça, on est vu comme ça, et on est vu sous le prisme de cette psychose qui règne aujourd'hui et qui fait peur, puisque on ne parle plus d'immigration. En réalité, aujourd'hui, il y a des mots nouveaux qui apparaissent et qu'on entend maintenant sur tous les médias. On parle de grands remplacements, on parle d'islamisation, etc. Et nous, on ne comprend pas qu'on reste complètement les bras ballants sans comprendre que nous-mêmes, on ne comprend pas toutes ces choses-là. De tout ce qui se passe. Et donc, à tous ceux qui ont peur, en tout cas, je leur dis, mais écoutez,
écoutez mon histoire et comprenez pourquoi, n'en déplace à monsieur Zemmour, je m'appelle Mustapha et pas Michel. Comprenez aussi, à travers mon histoire, mon enfance, je parle de mes vacances au Maroc, en colonie de vacances. Je parle aussi du fait que lorsque j'étais étudiant, alors que je n'étais pas né au Maroc, je n'avais jamais, mes parents ne vivaient pas au Maroc, j'avais quand même le droit, en tant qu'étudiant, de recevoir une bourse de l'État marocain. Donc comprenez cette part de marocanité et pourquoi j'y suis tant attaché. Et je ne peux pas m'en défaire parce que ce serait renier une part de mon identité. Donc il y a un peu ces deux messages de part et d'autre pour que chacun puisse prendre au moins ses responsabilités. En fait, ce livre s'adresse, et vous avez raison de le rappeler, c'est très important, s'adresse des deux côtés de cette rive de la Méditerranée, que ce soit un message aux Français, mais également votre attachement que vous avez à ce pays. Je rappelle les dates. Donc ce soir, vous serez à Rabat. Le lendemain, le 6 juin, au théâtre 121 de l'Institut français de Casablanca, le 7 juin à la salle Leïla Alaoui de l'Institut français de Marrakech, et vous terminerez par le 9 juin le théâtre de l'Institut français à Meknès. Belle tournée, dites donc. C'était une superbe tournée, mais encore une fois, je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie, le bonheur d'être ici au Maroc, le bonheur de présenter. D'abord, Rojdine n'ayant pas pu se libérer, il s'en excuse, donc je porte le film à sa place et le livre. C'est du pur bonheur. Je suis très très heureux d'être là et d'être au Maroc. Voilà, c'est beaucoup d'émotions qui suscitent forcément un peu d'appréhension, notamment parce que ce soir c'est la première projection à Rabat. Et je suis très heureux. Mais vous verrez que ça se passera extrêmement bien parce qu'encore une fois, c'est une histoire qui va beaucoup résonner chez nous, qui parlera à beaucoup de personnes, beaucoup de Marocains, dont les familles sont de l'autre côté de cette Méditerranée et connaissent bien ce qui se passe actuellement. Vous avez raison de dire, il y a beaucoup d'incompréhension, notamment avec la France, et vous le savez. Vous l'avez exprimé avec vos mots. En tout cas, on y sera. Ne manquez pas, c'est à partir de quelle heure ce soir, s'il vous plaît ? C'est à 19h30, c'est la salle Gérard Philippe à Rabat. À partir de 19h30, il y a une projection à 19h30, et puis à partir de 21h, il y a un débat-échange avec le public. Donc là, c'est l'occasion de recueillir les premières impressions et ensuite dédicace du livre. C'est une question en général qu'on pose au début. Quand on commence la conversation, je vous la pose volontairement à la fin. Comment vous allez aujourd'hui ? Je vais très bien, je vais même très très bien. Comme quoi, je dirais que, vous savez, c'est pas tant le fait pour moi qui est important de raconter, de partager, c'est pas tant l'accident, le trauma crânien, le coma, c'est ce que j'en ai fait et c'est un petit peu le message que j'essaie de transmettre aujourd'hui, que ce soit ici au Maroc ou à travers toutes les rencontres que je peux faire en France, à travers des ateliers, dans des écoles et même dans des centres de détention. Le message que j'essaie de faire passer, c'est toute expérience que l'on vit, aussi souffrante, aussi douloureuse soit-elle, mérite d'être vécue pourvu qu'on sache en tirer des leçons et savoir pourquoi elle est arrivée dans notre vie. En tout cas, moi j'ai traversé une période, un tunnel qui a duré 2 ans, avec toutes les souffrances, mais je dirais que la souffrance est parfois un corollaire pour celui qui veut cheminer, qui veut aller vers, qui veut grandir et qui veut aller vers l'éveil. Et j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Et je suis très heureux de ce que je vis et de ce que je peux partager. Et surtout parce que finalement, de ce chaos est née une envie de donner beaucoup plus de sens à ma vie aujourd'hui. Voilà, une histoire de fratrie, une soirée également de fratrie, à commencer par le livre de Roch Dizem, Les miens, et votre livre, Les pas perdus. C'est ce soir à Rabat, je vous rappelle, à la salle Gérard Philippe de l'Institut français. Et puis suivez cette belle tournée qui aura lieu donc Casablanca, Marrakech et Meknès. J'ai été ravie de vous recevoir, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup, en tout cas merci de votre accueil. Voilà. Moi j'étais aussi... très heureux d'être ici à 2M. C'est, encore une fois, je le dis, c'est une belle consécration, je trouve. Voilà. Ça m'émeut beaucoup d'être ici au Maroc et sur 2M.
Merci à Merci, vous, Fatiha. Mustapha. On se dit à très bientôt, Je Inch'Allah. l'espère. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission, vous la retrouverez intégralement en images et en extrait sur 2m.ma, mais également sur YouTube et l'ensemble de nos réseaux sociaux. On se dit à lundi prochain pour le Faites entrer l'invité et à vendredi pour les dos. Bye bye.